Perdu dans la jungle du web moderne, de ses frameworks et ses standards, notre personnage principal est perdu. Depuis le début de sa carrière, au fil des semaines, des mois et des années, il voit naître tous ces nouveaux outils révolutionnaires et prometteurs, mais qui demain, peut-être, seront délaissés et remplacés par de nouveaux, encore plus mieux. C'est avec tristesse et mélancolie qu'il repense à tous ces frameworks, librairies, éditeurs de code et autres outils en ligne de commande. Un peu de respect, s'il vous plaît. S'ils n'ont pas déjà disparu de nos projets, peut-être ont-ils déjà disparu de nos radars de coolitude. Cette situation l'inquiète, le questionne et l'empêche de dormir. Dans le cadre de son travail, il doit faire des choix techniques, mais il ne sait plus quoi faire. C'est à ce moment-là que notre personnage prit la décision d'aller voir une thérapeute. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Sablonnière. Vous êtes un petit peu en retard. Oui. Ça se fait pas trop. Alors, qu'est-ce qui vous amène? La dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a bien 10 ans. Et vous commenciez votre premier job et vous aviez déclaré une crise existentielle sur l'usage des espaces ou des tabulations. Et même sur la prononciation des gifs animés, il me semble. Des gifs, vous voulez dire? Oui. Oui, enfin, ouais, mais ça, c'est du passé. J'étais jeune, je me posais pas les bonnes questions, et aujourd'hui, je prends du recul sur le monde du front-end, et je fais un constat, le monde du web en général, il y a beaucoup trop de hype et d'effets de mode, on est devenu addict à nos outils, j'en ai marre, quoi. Dites-moi en plus, quel problème ça implique? Alors, problème numéro 1. Alors, attendez, vous allez pas faire un PowerPoint à chaque fois que je vais vous poser une question. Si, c'est trop pratique. Bref. Donc, problème numéro 1. On va y arriver. Quand on choisit un framework, un écosystème, une librairie, etc., on oublie souvent le problème qu'on avait à la base. Et pourtant, on a déjà trouvé la réponse, la bonne solution à utiliser. Alors, parfois, c'est le bon outil, mais parfois, on a une solution qui résout des problèmes qu'on n'a pas du tout, quoi. Mais pourquoi vous faites ça? En fait, parfois c'est parce que la techno est cool. Du coup, bon, on va un peu mettre en avant l'expérience de développement au-delà de l'expérience utilisateur, des utilisateurs du produit qu'on développe et qui nous payent à un moment. Parfois, ça va être aussi parce que la techno est faite, utilisée, maintenue par des géants du web. Du coup, on se dit, j'ai forcément besoin de la même chose. Continuez, allez-y. Ok. Problème numéro 2, une fois qu'on a choisi un framework, une librairie, un écosystème qui va avec, on a tendance à s'enfermer dedans en fait. Du coup, on va ouvrir une porte, et on va rester dans la pièce bien au chaud, on va préfixer toutes nos recherches Stack Overflow avec React, Vue, Angular, alors qu'on est peut-être en train de résoudre un problème qui est complètement universel. Moi, ça me rappelle quand on triait des tableaux, on manipulait des dates avec jQuery. Mais ça n'avait aucun sens, pourtant on cherchait ça parce qu'on aimait jQuery. Et là on retrouve ça, on va créer l'énième data grid, l'énième composant select pour notre écosystème spécifique. Et du coup, on est devenu amoureux de nos outils, on voit plus leurs défauts, on chante les louanges de leur qualité alors que c'est des fonctionnalités dont on n'a probablement pas besoin. Et aussi, on regarde pas ce qui se fait ailleurs, quoi. Du coup, on va remplir nos cerveaux avec des fonctionnalités et des choses très spécifiques à l'écosystème qu'on utilise, au lieu de les remplir avec des concepts et des patterns bien connus de notre domaine, quoi. D'accord, je vois bien. Ouais. Problème numéro 3, et finalement celui-là il est assez universel. On oublie facilement les principes et patterns de base comme Solid, la separation of concerns. Du coup, on a tendance à produire du code qui est fortement couplé et qui subit mal les effets du temps en fait. Au lieu d'avoir des couches bien isolées, vous voyez, ça fait ça, etc. Tout est bien. On va écrire des modules en mode, allez hop, vas-y que je te mélange tout ça, que je lis ça au scope global du projet. Ça devient n'importe quoi. Du coup, quand notre propre écosystème évolue, quand il disparaît, spoiler, votre framework va disparaître un jour. Ou quand un nouveau standard arrive, ça devient hyper difficile de remplacer unitairement certaines parties de l'application. Du coup, on va jeter à la poubelle énormément de code, énormément de connaissances et pas mal de code, quoi. Hashtag j'aime les refontes techniques.
Ah, là, par contre, j'ai pas bien compris, voire même rien compris. Ok. En fait, c'est un peu comme ma télé. Vous voyez, la dernière fois que je suis venu vous voir, il y a 10 ans, je commençais mon premier job et avec l'argent de mon stage, j'avais acheté une télé. Et cette télé, je l'ai toujours. Et elle marche toujours aussi bien 10 ans plus tard. À part avec certains épisodes de Game of Thrones. Mais elle a tenu la route parce qu'elle fait une chose et elle le fait bien. Elle sait pas du tout ce que je vais brancher dessus, elle dit juste moi j'ai une interface, je veux de l'HDMI, après tu fais ce que tu veux. Du coup moi j'ai branché dessus un gros PC avec plein de films, puis ensuite, ça va être génial, les fontes sont dégueulasses, désolé. Ouais, du coup je suis en train... T'as pas des belles fontes sur ta machine, je pense. J'ai branché un gros PC, puis un petit PC, j'ai branché plein de trucs dont elle a pas besoin de connaître l'existence, elle savait pas qu'un jour il y aurait la Switch et que ce serait trop cool. Et puis, en plus de recevoir de l'information, elle est même capable, via l'HDMI CEC, elle, d'envoyer de l'information. Bref, moi, dans le monde du web, j'ai l'impression de voir trop de télé comme ça. Ah ouais, ça me fait penser à quelque chose. C'était bien au début, ces trucs-là, c'était génial même, parce qu'il n'y avait rien à brancher. On le posait et c'était magique. Mais bon, ouais, si la télé au magnétoscope marchait plus, fallait tout racheter. Bah voilà, vous voyez pourquoi, où est mon problème ? Oui, je vois. Le plus simple dans votre situation, finalement, c'est la thérapie de groupe, avec, je pense, des professionnels de votre domaine. Et du coup, je vous ai réuni un petit panel, un petit groupe de gens. Mais ils sont beaucoup là, non ? Non, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Bon courage. Ok. Tout va bien se passer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Clever Cloud et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du web, de ses frameworks et de ses standards. Un sujet facile, sans guerre de chapelle, sans débat bien entendu, tout va bien, tout le monde est d'accord. On va essayer de déconstruire un peu tout ça ensemble et dans l'espoir de pouvoir un peu mieux reconstruire nos apps demain. Waouh. Alors, on utilise tout plein d'outils super cool tous les jours, ok, qui nous apportent des solutions. Mais c'était quoi le problème à la base en fait ? Et sur cette partie, j'ai essayé de lister les principaux problèmes auxquels moi j'ai fait face dans mes expériences de développement web. Du coup, on a d'un côté les problèmes qu'on veut résoudre en tant que utilisateur et les problèmes qu'on veut résoudre pour les développeurs, développeuses, de ceux qui travaillent sur le produit. Alors, en tant qu'utilisateur, on veut un premier chargement rapide. Une fois que la page est chargée, on veut que les navigations consécutives soient rapides également. On veut que ce soit fluide et réactif, que la consommation batterie, CPU, RAM reste raisonnable, faut en laisser un peu pour Chrome. Et on veut que ce soit accessible à tous et accessible partout. Ok ? Déjà là, on voit que le contexte joue à mort en fait. L'importance de ces problèmes à régler joue et se fait en fonction de ce que vous codez. Et du coup, si vous codez une app où l'utilisatrice a un usage assez intense, actif, genre Gmail ou Slack, la rapidité du premier chargement, c'est pas trop votre priorité. En tout cas, c'est pas celle de ceux qui font Slack. Après, de l'autre côté du spectre, si vous codez un site où l'utilisateur fait beaucoup de lecture et de navigation et puis c'est tout, rafraîchir le DOM à 60 fps, c'est loin d'être votre problème principal non plus. Ok. Donc, de notre côté, les devs, qu'est-ce qu'on veut ? On veut gagner du temps sans réinventer la roue. On veut écrire du code propre et utilisable, avoir des abstractions pour garder un modèle de pensée simple et réutiliser faire des choses complexes de manière simple. On veut isoler les impacts et éviter le crossing finger driven development, genre j'ai rien cassé. Et on veut éviter de faire certaines erreurs et voir les bugs et les erreurs le plus tôt possible. Et petit bonus, on veut pouvoir facilement collaborer avec les moldus, avec les designers, tout ça. Ici, c'est en fonction de avec qui vous codez que l'importance de ces problèmes varie dans votre contexte. Avec qui vous codez. Ok, donc là, si vous êtes plutôt back-end, il y a des gens qui font du back-end ici ? Ok. Donc là, vous dites, non mais attends Hubert, là tu viens de lister à peu près des problèmes qu'on a depuis 10 ans dans le web. De toute façon, vous les gens du front-end, tout est compliqué, vous êtes compliqué la vie pour rien, alors que le problème est simple.
Les gens du back-end qui disent que le front-end c'est compliqué. Ok, on va mettre de côté l'ironie de cette remarque et on va vraiment se poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on a besoin de toute cette complexité? Alors pour comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. Voilà. Je sais plus qui a dit ça, désolé. Il ou elle a tout à fait raison. Alors cette fonte, tu l'as, ça c'est bien. Du coup, à la base, on avait un web assez simple. Donc j'ai découvert que le web, pendant mes recherches, c'est un triangle, croyez-moi. Au départ, on avait un concept assez simple, un web assez simple, mais puissant, avec des concepts vraiment puissants. Un utilisateur demande une URL à un navigateur. Le navigateur fait une requête HTTP vers le serveur. Il y a un template qui est appliqué. On renvoie un document HTML. Le document est chargé. Merci, au revoir. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a rajouté des images, des CSS et surtout, donc des images des CSS et surtout des formulaires. Première fois que on pouvait interagir avec le document après son chargement. Et ensuite, tout bascule. On a rajouté le JavaScript. Nouveau joueur dans la partie, le moteur JS. Enfin, la possibilité en tant que dev de répondre directement aux inputs de l'utilisateur sans faire d'aller-retour réseau. Bon, après, au départ, on faisait juste de la manipulation de DOM. Puis ensuite, via le DOM, c'est bien l'interface qui est en jaune. On a commencé à discuter avec le document, à valider des formulaires, à envoyer des formulaires. Après, on a chargé des bouts d'HTML templatisés. Après, on s'est dit, mais non, on va charger du JSON, on va templatiser côté client. Puis après, on s'est dit, on va faire le routing côté client. Bref, à la fin, on en est arrivé à une ère qui est bien connue, l'ère des single page applications, que moi j'aime aussi appeler l'ère du body, de la balise body vide et du méga fat bundle JavaScript. Du coup là, le premier chargement avec ça, il est pas très content du tout. Et là, je m'amuse avec Slack ou autre à faire des petites piques, mais pareil, notre web app chez Clever, le premier chargement, le bundle, il est assez gros. Donc on est tous dans le même bateau. Alors aujourd'hui, avec nos outils, on va essayer de revenir, avec les outils qu'il y a en ce moment, on va essayer de revenir un peu au meilleur des deux mondes. On va vouloir avoir un premier chargement qui est avec un rendu côté serveur, qui contient le strict minimum, qui est très léger pour que ce soit hyper rapide. Mais on veut aussi pouvoir avoir ensuite des navigations consécutives qui soient tout aussi rapides. Et l'outillage qui s'est complexifié au fur et à mesure des années se fait pour ça, pour tous les problèmes qu'on a listés. Et sachant que sur les 10 dernières années, côté browser, on est devenu vraiment sérieux sur mobile, on va dire. On a eu des threads, du stockage, enfin ça devient une vraie plateforme applicative. Du coup, c'est pas du tout des problèmes triviaux à résoudre. Et si vous faites tout à la main en mode Vanilla.js, alors moi j'entends souvent, ouais, moi je fais du Vanilla.js. Moi je dis que c'est un peu du YOLO.js. Enfin, après ça dépend toujours ce qu'on met derrière cette définition, mais clairement, si vous vous passez de framework et de librairie, vous vous passez d'énormément de choses. Bah, du coup, qu'est-ce que nous apportent les frameworks au final? Alors, là, je vois déjà certains visages se dire « Ouais, mais il dit framework, mais React, c'est pas un framework. » Vous osez pas le dire, mais vous le pensez. Ok, on va jouer au débat, framework, librairie, nanana. Oui, Angular est clairement un framework, React est une librairie, c'est le V de MVC. Si vous voulez débattre de ça, on peut en parler pendant des heures tout à l'heure. Mais le fait est... Ah, t'as vraiment des belles fontes sur ton ordi, désolé. C'est beau. Le fait est que même si vous utilisez React, qui est peut-être le moins framework de ces trois outils, ça reste des écosystèmes. Donc parlons d'écosystèmes, vous ouvrez une porte, vous rentrez dans la pièce et vous êtes bien au chaud, quoi. Vous allez continuer à utiliser dans votre silo vertical tous les outils qui vont avec, en fait. Vous allez utiliser le React Router, le machin React, le bidule React, etc. Donc moi je vous dis, on oublie les silos verticaux, là, et on va penser horizontal. Ceci est une étagère, au meilleur de ma forme de dessinateur. Ouais, étagère? Ok. Putain, vous n'êtes pas sympa. On va ranger dans l'étagère en fait les problèmes que résolvent les frameworks.
J'en ai choisi quelques-uns, les plus importants, on va voir. Donc le premier, c'est le système de composants. Et en fait, là je parle bien du système de composants au runtime. Une fois que mon composant est utilisé dans un browser, comment il fonctionne? Il va avoir une interface, des événements de lifecycle, est-ce que le composant est branché, débranché, etc. Je parle pas du tout de la manière dont vous pouvez le créer. Et là, ça vous résout finalement très peu de problèmes pour l'utilisateur, voire zéro. Ça va surtout vous aider, vous, à avoir un code propre et utilisable et une isolation des impacts. Alors ici, forcément, les trois écosystèmes dont on parle depuis tout à l'heure vous fournissent des solutions pour le système de composants. Ils fonctionnent relativement de la même manière. On a Angular et Vue qui fonctionnent avec des propriétés, des attributs vers le bas et des événements vers le haut. React, c'est quasiment pareil, c'est des probes vers le bas. Et ils sortent pas des événements, faut leur passer un callback, mais dans le principe, c'est la même chose. C'est juste l'implémentation qui diffère un peu, mais ça reste l'utilisateur du composant qui passe un comportement et le composant qui décide quand ce comportement doit être activé. Ensuite, on a le templating, qui est un gros mot pour certains qui font du React notamment, mais on va dire tout ce qui vous permet de faire la UI. Et là, c'est pareil, que vous utilisiez React, Vue, Angular ou autre, pour vos utilisateurs, ça change pas grand-chose. La manière dont vous allez écrire vos templates, dont vous allez les produire, ça va être énormément de problèmes résolus pour vous, mais le fait que vous utilisiez JSX ou autre, c'est votre utilisateur. Ça peut avoir un peu un impact sur la manière dont on peut optimiser le premier chargement, mais c'est tout, quoi. Et du coup, si on regarde un peu plus près ces écosystèmes, on va avoir Angular et Vue qui ont un système avec un Vue modèle, donc un modèle qui est dédié à la vue, qu'on produit que pour ça, et un template qui va se faire injecter les bouts du Vue modèle dans des trous du template. Et eux, ils savent exactement comment ça se passe. React a un système différent. Ils ont un... Ah merde. React a un système différent qui fonctionne ils ont inventé ce qu'ils appellent le JSX. Donc si vous regardez la toute première présentation de React qui date de 2013, il y a une explication qui est vachement intéressante. Ils disent souvent dans un système de composants, on a un Vue modèle et un template, et quand on modifie l'un, on modifie souvent l'autre. Donc nous on s'est dit on va mettre les deux au même endroit et on va les modifier en même temps. Moi, ça me gêne pas du tout, ça. T'as plein de gens, et vous en faites peut-être partie, qui argumenteraient que ça viole la separation of concerns. Je suis pas du tout d'accord, on en discute après si vous voulez. Par contre, le fait que Facebook ait dit on va forker JavaScript, parce qu'au final, quand quelqu'un vous dit mais t'inquiète pas, c'est un superset de JavaScript, moi je dis que c'est un fork, après synonyme. Hein. Mais du coup, ça veut dire qu'on a dû faire évoluer tout l'outillage dans le monde JavaScript, des parseurs, des linters, des éditeurs de code, des bundlers, etc. Tout le monde a dû s'adapter au fait que maintenant, les fichiers .jsx, c'est comme du JS plus une syntaxe avec des angle brackets en plein milieu, et ça sera jamais standardisé. Donc moi, forker JavaScript juste pour faire du templating, je trouve ça un peu limite. Mais bon, en tout cas, le modèle me parle. Ensuite, on a la gestion du CSS. Qui aime le CSS? Moi, j'aime le CSS et le CSS vous aime. Enfin, je pense, j'espère. Là, c'est vraiment un éternel problème. Le CSS a énormément de force, mais quand on commence à penser en termes de composants, il a un fonctionnement qui est très global, donc on a historiquement des patterns avec BEM et autres, des patterns de nommage pour isoler les choses, mais moi je le vois sur notre application chez Clever, on est quand même souvent en mode crossing fingers, est-ce qu'on n'a pas créé des impacts un peu partout? Donc là, sur l'isolation des impacts du code du CSS, Angular et Vue ont un système qui va réécrire vos sélecteurs, et React dit moi je suis que la vue, donc le CSS je gère pas, donc toute la communauté s'est tournée autour d'outils qu'on appelle de CSS in JS. Il y en a plusieurs formes, mais voilà. Point, un des plus importants, la manipulation du DOM. Donc là clairement,
Historiquement, on utilisait jQuery, on allait chercher un truc, on faisait find avec un sélecteur et on le modifiait, ou alors on allait chercher un truc et puis on venait juste récupérer de la donnée. Depuis quelques années, on a arrêté ce modèle-là, on dit, moi c'est à ça que ressemble ma UI à un instant T, et je laisse un outil se débrouiller pour mettre à jour le DOM en fonction. Et donc là, c'est clairement des problèmes qui vont améliorer l'expérience utilisateur, mais vous, en tant que développeur, la manière dont le DOM est manipulé par votre outil, on s'en fout en fait. Et donc moi, pendant mes recherches, quand je vois... donc je précise, hein, les trois écosystèmes ont leur manière de manipuler le DOM, mais quand je vois des questions Stack Overflow en mode « mais est-ce qu'il y a un virtual DOM dans Angular ?» Et là je me dis « mais attends, qu'essayes-tu de faire? Quel est ton problème? Pourquoi te poses-tu cette question? C'est sous le capot. Si tu vérifies avec tes tests sur ton contexte de ton application que c'est rapide, que ce soit codé avec le pattern A ou B, c'est pas ça qui devrait te faire choisir la techno. Et le problème, c'est qu'au début, c'est plus le cas, mais React a énormément mis en avant ce React avec son système de virtual DOM, de dire nous, le template, c'est ça, la personne modifie des choses avec son JSX, du coup, on calcule le DOM qui devrait être produit, et après, on fait un diff entre le vrai DOM et les virtual DOM. Et des gens pensent que c'est le silver bullet, sauf que déjà aujourd'hui on a trouvé des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces. Je vous laisse imaginer quand vous avez une énorme application, dès qu'on refait du diffing un peu partout, alors ça marche super bien, hein, j'ai pas dit le contraire, mais maintenant on commence à avoir des améliorations. Donc oubliez les silver bullets, quoi. Ça aussi ça va bien se passer. Du coup, voilà. Alors après, il y a trois trucs un peu moins importants, c'était vraiment ces 4 points sur lesquels je voulais insister. Le server-side rendering, donc c'est un problème qui est à régler pour vos utilisateurs, qui va vous permettre d'avoir un meilleur chargement, potentiellement une meilleure compatibilité navigateur. Si votre premier chargement il n'a pas besoin de JavaScript, bah peut-être il marche sur IE6, quoi. Après, bien sûr que quand il faut manipuler votre app, ça devient un autre problème. Là-dessus, chaque écosystème, on va dire qu'Angular a son propre système avec Angular Universal. React est vu en plus des projets de la communauté, même si, par exemple, Nuxt, j'ai vu l'équipe, qui est composée de plusieurs Français d'ailleurs, est très proche de l'équipe core de Vue.js. Mais du coup, on est sur des projets de la communauté. Après, vous allez avoir besoin d'un routeur, logique. Alors, c'est peut-être un des points sur lesquels on se dit le plus. Non, mais un routeur, tu parses l'URL et puis tu injectes un template, c'est facile. Ouais, ok, vous avez pensé à récupérer le scroll quand quelqu'un fait back. Vous avez un système pour empêcher le changement de navigation quand il y a un formulaire qui est ouvert. Il y a plein de petits problèmes qui sont pas triviaux, même pour un routeur en fait. Donc là, ça résout essentiellement des problèmes pour votre utilisateur. Comme je le disais, React, encore une fois, n'a pas son propre routeur, mais une énorme partie de la communauté va utiliser React Router, qui est fait à part. Et je termine avec le state management. Donc là, encore une fois, que vous utilisiez tel ou tel système, votre utilisateur, il s'en fout. À partir du moment où il n'y a pas de bug, ça change rien. Par contre, ça résout des problèmes pour vous, pour peut-être un modèle de pensée un peu plus simple. Ici, on est sur des librairies qui sont souvent à part, mais qui par écosystème sont souvent les mêmes. Donc Vuex chez Vue, Redux souvent chez React, et chez Angular, on va avoir du MobiX, du NGRX, des outils comme ça. Ce qui devient marrant, moi je l'ai déjà fait, c'est d'utiliser Redux dans une appli Vue, ou des trucs dans ce genre-là. Et là, on vient casser un peu les silos. Après, je vous dis pas que c'est la meilleure idée à mettre en prod, hein, mais... Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait mettre dans cette étagère. Je vous laisserai vraiment réfléchir lundi sur vos applications. Est-ce que mon code est couplé aux différentes solutions que m'apporte mon framework? Et on va dire qu'Angular, on pourrait quasiment cocher toutes les cases. Il répond à tous ces problèmes-là qu'on a tous sur nos applications. Alors, bon, tous ces frameworks écosystèmes, ils nous apportent des solutions. Par contre, n'oubliez pas, ils résolvent des problèmes que vous n'avez peut-être pas. Ils résolvent des problèmes pour des catégories de dev que vous n'avez peut-être pas dans vos équipes. Et surtout, et c'est souvent pas leur priorité,
il se soucie pas plus que ça de à quel point ça va être facile de vous sortir, de divorcer du framework, quoi. Alors, je dis pas non plus qu'ils font du vendor lock-in et autres, hein, ça reste des frameworks open source gratuits, mais ils vont pas passer 100% de leur effort pour que vous puissiez éjecter votre code d'un framework X ou Y. Du coup, moi j'essaye tous les jours vraiment de faire attention au couplage que j'ai, au couplage technique et au couplage sentimental que j'ai avec mon framework. Et surtout, j'essaye de regarder ce qui se fait ailleurs dans les autres communautés. Et donc ça, je vous incite énormément. Alors, j'ai pas mal critiqué React parce que c'est mon petit... j'aime bien les critiquer sur 2-3 détails. Ça reste la communauté la plus prolifique en termes d'articles, de podcasts, de tutoriels vidéo sur les bonnes pratiques, sur la manière de découper une application, de découper les composants. Et c'est des patterns qui sont applicables à du Vue, à du Angular, à du autre chose. Je vous conseille vraiment de regarder. Alors pendant mes recherches, j'ai vu plusieurs fois des gens tweeter, et c'est d'ailleurs réarrivé il y a 10 jours, le fameux non mais les navigateurs, il faudrait juste qu'ils standardisent React et qu'ils mettent React dans le navigateur et merci, au revoir, tout serait plus simple. Non, c'est loin d'être aussi simple. Du coup, on va essayer de voir ce que les standards nous apportent. Du coup, je vais parler de jQuery, parce que j'adore jQuery. Si vous vous souvenez un peu de jQuery, ce que jQuery nous a apporté, c'est une manière assez simple d'aller chercher un truc dans le DOM avec un sélecteur CSS et de lui faire des choses, de le manipuler avec une API chaînée qui était assez agréable, fluent à utiliser. Puis ensuite, les gens qui font les standards se sont dit « Ah, c'est pas mal, est-ce qu'on pourrait pas faire le système de chercher un élément du DOM avec un sélecteur CSS? Est-ce qu'on pourrait pas le faire en standard ?» Et du coup est arrivé Query Selector et Query Selector All. Et donc, alors bon, pour ce qui est de jQuery, c'est un peu plus subtil, mais pour les promises et plein d'autres trucs, c'est exactement ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'à un certain moment, le framework qui a apporté une innovation, le standard rajoute quelque chose de très bas niveau, et le framework ou la librairie va se baser dessus, va du coup embarquer moins de code, être potentiellement plus performant, et va garder le fait qu'il reste un sucre syntaxique agréable à utiliser, et qu'en dessous ça utilise les standards. Ça c'est un peu la vision, pas utopique, mais qui est arrivée plusieurs fois, et en ce moment la question c'est est-ce que c'est en train d'arriver avec, roulement de tambour, les web... Ces gens ont des mots de passe beaucoup trop compliqués. Non, c'est bien. Avec les web components, est-ce qu'on est en train de voir ça? Est-ce que c'est un standard qui arrive sur lequel vont se baser les frameworks? Vaste débat à discuter. En tout cas, pour parler des web components, je vais vous reparler de ma télé. Moi, j'adore ma télé. Luminosité 75% sur l'épisode 803. Les vrais savent. Du coup, en fait, moi, je vois ma télé un peu comme un composant, en fait. Et donc, ma télé, elle avait de l'HDMI, CC, etc. C'est quoi l'interface d'un web component? Et donc, il y a plusieurs specs intéressantes. La première, c'est les custom elements. Je vais zapper les exemples de code. Par contre, l'interface d'un web component, ça va d'abord être des attributs. Ensuite, des propriétés. Donc, il y a pas mal de gens, quand ils entendent parler des web components, qui font du React ou autre, ils se disent « Ouais, mais les web components, on peut passer que des strings et des booléens et des numbers. » Non. Et ça, on pense ça parce qu'on a trop l'habitude que les éléments existants du DOM, un input, un div, etc., ça accepte des attributs qui sont string, number, booléen, etc. Sauf que si vous regardez la balise canvas, la balise vidéo, toutes ces balises un peu interactives, elles ont des propriétés qui sont des objets complexes. Si vous voulez manipuler un canvas, si vous voulez éditer les sous-titres d'une balise vidéo, c'est pas juste une string, quoi, c'est un objet. Et donc vous allez pouvoir faire la même chose avec vos propres composants. Toujours dans l'interface, vous avez des méthodes. Pareil, sur un formulaire, une balise form, vous pouvez faire .reset ou .submit. Pareil, vous allez pouvoir exposer vos propres méthodes. C'est pas le truc que je conseille le plus, à part peut-être pour focus un élément, pour reset quelque chose, parce qu'on a de plus en plus ce modèle de je veux pas trop demander des trucs au DOM, je veux juste lui dire mets-toi comme ça, affiche-toi comme ça, etc. Et le dernier élément de l'interface, c'est les événements. Donc pour en Vue et Angular, c'est pareil, c'est un système similaire.
pour React, dites-vous que quand vous passez un callback et qu'à l'intérieur du composant vous l'appelez, bah là vous appelez un événement et c'est à l'extérieur qu'on l'écoute. C'est quasiment le même modèle. Donc ça, les custom elements, moi je le range dans le système de composants. Par contre, j'ai mis des petits pointillés parce qu'on n'est pas du tout au même niveau de ce que vous nous apportez, les 3 écosystèmes dont on a parlé tout à l'heure. On en est assez proche, mais on n'est pas au même niveau. Voilà. Et puis quand je vous dis de ne pas être amoureux de vos technologies, c'est pas parce que c'est un standard qu'il faut dire ah c'est génial, c'est vachement mieux. Non, il y a des limitations. Par exemple, on peut créer un web component qui est basé sur un élément existant, un button, un input. Sur Safari, ils veulent pas. Alors je vous laisse lire les threads, c'est hyper compliqué de pourquoi ils sont pas d'accord. Mais pour l'instant on peut pas. Pour avoir du data binding, bah, c'est pareil. On va pouvoir le réagir en fonction de est-ce qu'un attribut change, mais si une propriété change, va falloir utiliser des getter-setter, des proxys. Il n'y a pas de hot module reloading. Ça vous parle ça? Moi quand je code sur une grosse app, que je modifie un composant, je veux pas que ça recharge toute l'application, je veux juste que ça réinjecte mon composant à l'endroit de mon app. Et donc avec les custom elements et les web components en général, c'est pas possible sans bidouille actuellement. C'est assez marrant, dans mes recherches, je demande sur Twitter, est-ce qu'on peut faire du hot module reloading, enfin replacement avec des web components? Et là, il y a un développeur d'un moteur de recherche très connu qui me dit « Non, mais t'en as pas besoin de ça. Parce que du coup, à chaque fois, ça recharge ton app, et si elle est lente, tu subis ce que subissent tes utilisateurs, et du coup, tu l'améliores. » Ok. Je suis pas sûr que Gmail soit développé comme ça, mais bon. Puis encore une fois, il y a plein de raisons pour lesquelles avoir un premier chargement qui est un peu long, ça peut être pertinent, enfin, être moins gênant. On a des specs qui arrivent pour améliorer les choses. Surtout la dernière pour essayer de commencer à faire des éléments de formulaire qui s'intègrent bien dans tout le navigateur. Le deuxième point hyper important, c'est le Shadow DOM. Le Shadow DOM. Mais attends, tout à l'heure, il a parlé du Virtual DOM. Oh, ça y est, on a un Virtual DOM natif. Non. Non, surtout pas. Ok ? Donc vous prenez le Virtual DOM, vous le mettez là, à votre droite. Vous prenez le Shadow DOM, vous le mettez là. Ça n'a rien à voir. J'ai mis quoi où? Le Virtual DOM. Le Virtual DOM, c'est un modèle pour modifier le DOM de manière performante et optimisée. Ok. C'est quelque chose, c'est un pattern, c'est implémenté avec du code JavaScript que vous devez charger. Ok. Et encore une fois, regardez un peu, on commence à avoir des méthodes un peu différentes. Le Shadow DOM, c'est un standard qui permet d'isoler le CSS majoritairement et un peu le DOM. Du coup, ça n'a rien à voir. Et je vous laisse imaginer le nombre de questions Stack Overflow. Ouais, mais maintenant il y a le Shadow DOM, donc c'est mieux que le Virtual DOM. Non, mais ça n'a rien à voir. Et ça s'appelle pareil, c'est chiant, c'est la faute de personne. Et voilà. Mais ça n'a rien à voir. Du coup, avec le Shadow DOM, autour de votre composant, vous avez une isolation complète du CSS. Fini le crossing fingers. Tout ce que vous tapez à l'intérieur ne fuit pas, et tout ce que vous tapez à l'extérieur ne rentre pas. Hormis un système de propriétés CSS, je vais revenir. Et le Shadow DOM vous fournit aussi le concept de slot, de dire j'ai un composant, et au milieu de mon composant, l'utilisateur peut mettre ce qu'il veut. C'est un concept très similaire à ce que fait Vue et d'autres frameworks. Et donc ça vient compléter l'API de mon composant. Ça vient rajouter l'interface de mon composant propose un slot ou pas, et propose des custom properties CSS. Ça parle à quelqu'un les variables CSS, les custom properties? Regardez, c'est la vie, c'est trop bien. Vous pouvez faire moins ma variable blue et la réutiliser ailleurs, c'est votre couleur, c'est cool. Et ça passe la frontière du Shadow DOM. Et du coup, vous pouvez dire l'interface de mon composant, qui est un bouton par exemple, vous pouvez changer la couleur principale depuis l'extérieur en tant qu'utilisateur de mon composant. Donc le Shadow DOM, c'est à la fois quelque chose qui est lié à votre système de composants pour la partie slot, et à la fois la gestion du CSS pour l'isolation. Encore une fois, il y a des limites. Alors celle-là, elle me fascine, il n'y a pas de server-side rendering, c'est-à-dire que
on a plein de gens qui nous disent utilisez les standards, arrêtez avec les frameworks. Ok, donc les standards, c'est faire du HTML, ensuite du CSS, et de rajouter potentiellement du JavaScript si on en a besoin. Ok. Sauf qu'en fait, actuellement, avec des web components, on peut pas, sans bidouille, faire de server-side rendering sans JavaScript. Alors qu'au final, React, Vue, Angular, le code qu'ils produisent a pas besoin de JavaScript pour le premier chargement. Vous voyez la dichotomie du truc? Mais bon. Après, c'est pas forcément un besoin que tout le monde a sur un dashboard ou autre. Dès qu'il n'y a pas de SEO, c'est un problème qu'on a moins. Et pour faciliter le premier chargement, on a d'autres patterns un peu plus intéressants. On a des specs qui arrivent, notamment le décorative ou déclarative Shadow DOM, etc., qui pourraient potentiellement permettre de faire ça sans JavaScript. La dernière, on va dire, spec standard autour des web components, c'est les templates. Du coup, les templates, c'est pas très intéressant. Vous avez un template, vous mettez un div dedans, et vous pouvez le cloner de manière efficace. Bon, voilà. En général, c'est pas un truc que vous allez utiliser manuellement, mais c'est très très bas niveau. Ça fait juste ça. Vous pouvez le cloner et le réutiliser plein de fois. Du coup, je le mets dans templating, mais enfin, je veux dire, il y a zéro interpolation, data binding. Tout le monde fait ça à la main. Par contre, il y a deux specs vachement intéressantes pour commencer à essayer de faire un peu ce que font les frameworks de manière standard. Avec, je déclare un template avec des trous, avec des moustaches, et puis de manière très performante, je peux les mettre à jour. Alors je vous conseille ces best practices de chez Google sur les custom elements, comment faire, etc. Ici vous avez le Game of Thrones des web components. Vous avez les discussions passionnées entre les différents vendors. Safari qui dit moi je suis pas d'accord là-dessus, un tel qui dit non on a fait ça, vous êtes d'accord, non ouais peut-être. Et en fait c'est hyper intéressant, mais il y a pas mal de lectures, quoi. Sinon, je vous conseille ce compte Twitter qui est plutôt cool pour voir un peu ce qui arrive dans les browsers. Ok, je sais pas du tout où on en est au niveau timing, ça a l'air pas trop mal. Alors là, on n'a pas eu le temps sur les différentes parties qu'on vient d'aborder, de se concentrer, de rentrer dans les détails, c'est un peu frustrant, désolé. Mais moi, au fur et à mesure de mes recherches et sur la présentation, j'ai approfondi ma connaissance des différents frameworks, des différents standards, et j'ai vraiment l'impression d'avoir une meilleure vision des différentes couches qui composent un projet web. J'ai croisé, pendant que je faisais ce talk, des gens qui étaient amoureux de tel ou tel framework qui me disaient « Moi, les web components, j'y crois pas. » Je fais « Ok, vachement intéressant, pourquoi ?» Alors là, il n'y a plus personne. Et moi, je peux avoir un super débat avec vous des limitations des web components, ou de à quel point c'est génial. Mais si derrière votre seul argument c'est moi j'y crois pas, ok, mais tu fais des choix techniques professionnels derrière, c'est un peu compliqué, quoi. Donc je vous conseille vraiment de rentrer dans les détails et de sortir des guerres de chapelle, des religions, oui mais on a investi tout ça en formation, bah oui mais le fameux, moi je me souviens du début de ma carrière, faut qu'on fasse le choix technique pour les 5 prochaines années. Là on parlait de jQuery 1.13 ou je sais plus quoi, je fais bah ouais dans 5 ans. Enfin bref, c'est compliqué. J'espère que vous n'avez pas vécu ça. Si, ouais, non, ouais. En plus, je suis de Lille, donc on a peut-être bossé chez les mêmes clients. Moi, je pense que la clé pour pouvoir, tout ça, avoir une meilleure connaissance de ces trucs-là et arrêter de penser en silo, c'est la clé pour avoir vraiment pour pouvoir découpler les choses et appliquer à notre front-end préféré les mêmes patterns. Solide, separation of concerns, qu'on applique depuis des années en back-end. On a le code qui parle à la base de données, on a le code qui reçoit les appels REST, et on n'a pas en plein milieu du code de la base de données, il ne sait pas du tout ce qu'est une erreur 404, normalement. On va isoler les choses en couches. Et là, c'est un peu la même manière, et quand on est marié à un framework, on a tendance à mélanger un peu les choses. Du coup, je vais prendre l'exemple qu'on a, si tout marche bien, avec ce qu'on fait en ce moment chez Clever. Et je voudrais juste reciter ça. On a plus de... Ça fait longtemps que c'est blanc ? Ouais, peut-être. Ah oui, ouais, j'ai encore oublié de... Cette conférence est sponsorisée par la sécurité des mots de passe. Oui, je voulais juste dire, le code, ça doit être jetable. Et c'est beaucoup plus facile quand on prend un bout de code s'il n'y a pas les 3/4 de Angular, de React ou Vue qui viennent avec. Et donc, je vous montre un peu ce qu'on fait, nous, chez Clever, pour
on va dire essayer de découpler les choses. Alors, j'ai pas mes raccourcis automatiques, mais on va essayer de s'en sortir. Normalement, c'est Firefox. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est le dashboard de chez Clever. Voilà, enfin je vais pas faire de la pub, si vous voulez savoir ce qu'on fait, vous faites un git push, on prend votre code, on le met en prod, on le maintient, tout est génial, je vois pas pourquoi les gens utilisent autre chose, voilà, vous venez me voir à la fin, on en discute. Mais en gros c'est un dashboard, vous pouvez voir vos applications, votre base de données, etc. Je vais revenir dessus après. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ah oui non, ça marche pas automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a dans la codebase? Voilà. Des technos modernes. On n'a pas vraiment de système de composants. On va isoler le code dans des fichiers. Alors après, on a des templates avec Lodash. Ça marche. Ça scale pas des masses. Mais on est assez proche de ce qu'on fait en PHP, dans une JSP, quoi. C'est des moussages, des trous dans nos templates, un peu d'itération, etc. Pour le CSS, on a du less CSS avec beaucoup de choses qui sont globales et des patterns de nommage. Pour manipuler le DOM, jQuery. jQuery, c'est la vie. On utilise un peu Bacon.js avec. Quelqu'un connaît Bacon.js? Connaissez RxJS? Ouais, c'est pareil, mais je sais pas pourquoi Rx est devenu plus cool et machin. Mais dans l'idée, c'est de la manipulation de stream et d'événements, etc. On utilise un routeur maison qui a été fait par le chef. Du coup, elle est où la caméra? Du coup, c'est un bon routeur. Et du coup, donc ça, voilà, un routeur. Hein. Et pour manager un peu le site, on utilisait aussi un peu Bacon. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envie de mettre à jour... Donc, quels sont nos besoins? On a envie de mettre à jour un peu une partie de notre stack sans faire la refonte technique Big Bang. Vous savez, le truc qui coûte une blinde et qui est ISO fonctionnalité. Du coup, on veut dire au revoir à Bacon.js et au Lodash template. Déjà parce qu'on utilise une vieille version de Bacon, et puis que c'est pas un modèle qui, pour la plupart de ce qu'on fait avec, est pertinent. Et puis les Lodash templates, on a atteint les limites. On veut un vrai système de composants avec une vraie isolation. On veut pouvoir réutiliser nos composants avec des partenaires, marque grise, marque blanche. On veut, comme je le disais, éviter la refonte Big Bang. Et du coup, on a essayé de voir comment on peut mettre à jour une partie de notre application, on va dire étape par étape. Donc, on a une nouvelle feature, ou alors on veut refondre une feature existante avec une meilleure UX. On va utiliser la nouvelle stack. Mais du coup, on va garder le reste de l'ensemble de l'application en attendant, en fait. Et donc pour ça, on a une conception, alors c'est un bien grand mot, hein, du haut vers le bas. L'idée, c'est bien de dire, quand je sors mon calepin pour faire mes mock-ups, je dessine l'écran complet. Ensuite, je dessine l'intérieur, donc vraiment par composant, et je vais de la page entière au plus petit bouton. Quand je passe à l'implémentation, je fais l'inverse. Je commence par implémenter les plus petits composants pour être certain d'exposer une interface dont va avoir besoin mon parent, mais de ne pas me coupler avec. Donc là, moi je dis qu'on fait du Storybook Driven Development. Donc pour ceux qui connaissent pas Storybook, il y a une super présentation de Marie-Laure Thuré sur le sujet. C'est plus un outil qui est spécifique à React, et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il marche avec tous les frameworks ou juste avec du HTML. Et du coup, si je vous montre Storybook, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Voilà, Storybook, ça ressemble à ça. Alors ça, ouais, voilà. Donc il est déjà en ligne parce que tous nos composants sur lesquels on va travailler vont être open source. Par contre, on est encore en train de finaliser les choses, donc ce que vous voyez là est pas encore en ligne. En ligne, il n'y a que le Hello Story. Bref, Storybook, ça vous permet de mettre en avant vos composants. Donc c'est de la documentation, de l'information de manière générale, mais c'est aussi un super outil de développement. Et donc vous commencez par les composants bas niveau, les atomes. Donc par exemple, vous avez à écrire la manière dont vous utilisez ces composants. Donc les sources de ça, c'est mon composant où j'ai écrit simple dedans, puis après je lui ai mis l'attribut primary ou l'attribut loading, etc. Et comme j'ai en un seul écran toutes les configurations de mon composant, quand j'édite les sources, j'ai du live reload et je vois exactement les impacts sur toutes les manières dont mon composant va être utilisé. Et donc on va vraiment développer nos composants ailleurs de l'application, et ce qui va nous permettre tout de suite de penser à l'interface de chaque composant.
ça va même être quelque chose qu'on va documenter. Donc ici sur mon bouton, j'ai des propriétés, loading, outline, etc. Et j'ai surtout un événement qui est émis quand on émet un clic. Donc on a commencé par des composants assez bas niveau, l'input text, tous ces machins-là. Et après, on est passé à donc l'idée d'un écran qui existait. Donc c'est la gestion des variables d'environnement, c'est pas très intéressant, c'est un formulaire avec des champs de saisie. On s'est dit on va améliorer l'expérience utilisateur avec notre nouvelle stack. Et du coup, rien que la conception dans Storybook, on a pu commencer par l'élément le plus bas niveau, donc on va dire la ligne de formulaire avec le label, le champ de saisie et le bouton. Et pareil, encore une fois, là je peux mettre mon composant dans plein de configurations différentes. Je vais le mettre en configuration supprimée, en configuration avec un nom beaucoup trop long, en mode skeleton screen parce qu'il est en train de loader. Je le mets dans plein de configurations et quand j'édite le code, je pense vraiment quelle est l'interface de mon composant, etc. Et donc au fur et à mesure, on a monté un peu les échelons et on en est arrivé au vrai composant formulaire. Ah ouais, on voit pas très bien là. Tiens, c'est pour ça qu'on n'a pas encore shippé. Je serais curieux de savoir pourquoi. Du coup, le hello, il est parti ici. J'ai bien un événement qui est... Et donc là, je vais définir que mon formulaire, il émet, dès que le modèle évolue, il émet la valeur, etc. Et si vous isolez bien les choses, et c'est des patterns qui sont vrais avec Angular, React et Vue, si vous isolez bien les choses et que vous avez une interface pour votre composant, moi, ce composant, tu lui donnes une liste de variables d'environnement clé-valeur et il t'émet une nouvelle liste à chaque fois qu'elle est modifiée. Bah, ça veut dire que finalement, je peux avoir créé un deuxième composant qui va avoir un mode simple et un mode expert, donc un mode clé-valeur et un mode où tu tapes carrément, c'est vrai qu'on voit vraiment pas très bien, désolé, où tu tapes clé égale valeur. Ces deux composants exactement la même interface. Donc moi, je peux switcher l'un ou l'autre très facilement. Et en faisant ça, on vient vraiment au plus possible découpler les choses, arrêter de faire appel au scope global, etc. C'est des composants qui sont purement UI et qui n'ont pas connaissance du routeur, qui n'ont pas connaissance du state manager. Et pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec React, Angular ou Vue. Il faut trouver les bons tutos, mais essayez le plus possible de découper vos couches. Je vais arrêter la démo là. Du coup... Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Du coup, nous, pour ça, on a fait le choix de Lit-HTML et Lit-Element, qui sont deux projets de l'écosystème Polymère Google. Je vais vous skipper les exemples de code. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est des toutes petites librairies qui vont remplir une partie de ce que peuvent faire les frameworks modernes, pas du tout le reste. Mais bon, le reste, on a déjà un routeur qu'on veut garder. On a déjà une manière de gérer la data qu'on veut garder, donc on veut juste ces parties-là. Et si vous arrêtez de penser en mode silo, vous pouvez commencer à changer des choses comme ça. Là, je vous parle de mon contexte. Nous, on n'a pas de turnover, on n'est que deux, on est un éditeur, enfin voilà, forcément, vous êtes une SS2I avec 30 juniors qui doit shipper pour hier, c'est pas le même contexte, et je ferai pas le même choix d'outils. Mais donc, nous, on choisit ces librairies qui sont basées sur des web components, et qui vont nous permettre d'isoler un peu les choses. Et si je reviens là-dessus, l'idée c'est bien clairement d'arrêter quand vous créez vos composants, et le fait de les faire à part dans Storybook vous aidera, je pense, beaucoup à le faire, c'est d'arrêter de mélanger toutes les couches et de bien penser, j'ai un composant UI, entrée de données, sortie de données. Au-dessus, je rajoute un layer qui sait d'où vient la donnée, une API REST, un WebSocket, un cache, etc. Si vous couplez les choses ensemble, vous êtes foutu pour faire évoluer ça facilement. Et ensuite, la gestion du state et le routeur. Je vois trop de code Vue.js, par exemple, où dans un composant, il y a écrit this.$router, etc. Non. Si demain, vous voulez faire évoluer les choses, ça va être difficile de tirer un bout de code sans que tout vienne avec. Et c'est des patterns qu'on connaît tous en back-end, mais qu'on a un peu oublié d'appliquer. Du coup, essayez de manière générale de réduire l'adhérence avec tout ce qui est global dans votre application. Donc je les ai déjà un peu cités. On va essayer de terminer assez rapidement. Est-ce qu'on a fait le bon choix? On s'en fout. C'est pas la bonne question.
la question, c'est combien ça coûte de changer d'avis? On peut plus faire un choix pour les 5 prochaines années dans le monde du front-end, ou en tout cas, moi j'ai bossé chez des clients qui doivent faire un choix de framework parce que on va créer beaucoup d'applications internes et on peut pas se permettre avec une grosse équipe qui bouge beaucoup de changer d'avis tout le temps. Je suis bien d'accord. Moi je vous dis que dans notre contexte, si on arrive à trouver un moyen de changer d'avis pour pas cher, eh ben, est-ce qu'on a choisi la bonne solution, le silver bullet de ouf? On s'en fout. Et là, en l'occurrence, on a passé un peu de temps à se familiariser avec les web components. Moi, je pense que vous familiariser avec un standard du web, ce sera jamais une mauvaise chose. Il y a 10 ans, manipuler un input ou un text area, ça fonctionnait pareil. Ça marchait pas dans IE6, mais ça fonctionnait pareil. Et ces standards, ils sont là pour rester. Est-ce que les web components vont rester et marcher? Vaste débat. Nous, on fait peut-être un petit pari là-dessus. Mais on a ça. Ensuite, la petite librairie qu'on utilise, lit-html, elle fait 6K. Donc si demain on change de librairie pour faire nos web components, moi je peux laisser 35 composants dans l'app qui utilisent les 6K de lit-html et puis 10 nouveaux composants qui utilisent 4K de la nouvelle librairie qui est plus pratique ou je sais pas quoi. C'est pas grave. Ça reste 12K quoi. Enfin, je vous laisse imaginer la taille de vos frameworks modernes. On en est bien loin. Du coup, c'est vraiment le raisonnement qu'on essaye d'avoir. Donc je termine. Qu'est-ce que nous réserve le futur? Déjà, méfiez-vous des gens qui prédisent le futur. Attention, je vais prédire le futur. Je vais en tout cas vous donner mon avis. Il y a un pattern que je trouve assez intéressant. On l'a vu chez Angular. Il y a un article de Rich Harris qui bosse sur Svelte qui en parle beaucoup. C'est le fait que nos frameworks vont devenir de moins en moins des librairies au runtime et de plus en plus des compilateurs en fait, qui vont s'exécuter au build time et qu'au runtime il va y avoir de moins en moins de code, que le code sera de plus en plus optimisé. C'est très bien décrit aussi par Tom Dale, le créateur de Ember. C'est ce qu'est en train de faire Angular avec Ivy, c'est ce que sont en train de faire Vue d'une certaine manière, c'est ce que fait très bien Svelte, etc. Et donc au final, avec notre navigateur, on va essayer de passer une partie du JavaScript, d'en enlever, de la passer dans le navigateur, ou de la passer au build côté serveur. Ça vaut ce que ça vaut, c'est mon avis. Futurologie, on peut en débattre tout à l'heure. Alors, comment ça s'est passé cette thérapie de groupe? Je sais pas trop. J'ai pas forcément eu le temps de rentrer dans chaque détail. Du coup, j'ai essayé plutôt de partager mes grilles de lecture pour que chacun les adapte à son propre contexte. On n'a pas les mêmes. Pour le problème numéro 1, j'ai essayé de remettre la priorité sur les besoins des utilisateurs et des utilisatrices des produits qu'on développe et les besoins qu'on a nous, les devs, quand on bosse sur nos projets avec coût, qualité, délai, quoi. Finalement, les navigateurs sont devenus des applications, enfin des runtime d'applications hyper complexes et bien sûr qu'on a besoin d'outils. Tout faire à la main, c'est se passer d'énormément de choses. Par contre, se marier avec nos outils et ne pas comprendre ce qu'il y a dessous et du coup potentiellement ramener plein de features dont on n'a pas besoin, c'est un peu un gros problème, quoi. Et du coup, moi j'espère que les gens ils se rappelleront. Il y a 3 étapes. Étape 1, un nouvel outil qui brille, trop bien. Étape 2, ça résout quel problème? Ok, on a compris, ça résout ça, ok. Est-ce que j'ai ce problème? Étape 3. Et là, on discute. Et bizarrement, ça s'applique pas que au front-end. Et puis ensuite, ce que vous codez et avec qui vous le codez. On n'est pas tous Google, on n'est pas tous la start-up de 2 personnes. Voilà. Après, j'ai aussi essayé de déconstruire les différentes fonctionnalités qu'apportent les 3 écosystèmes du moment. L'idée principale, c'était d'avoir un regard horizontal avec ma superbe étagère et d'arrêter de penser en silo, d'arrêter d'être amoureux de tous ces trucs-là. Et en tout cas, moi, je sais que pendant mes recherches, en connaissant mieux tous ces trucs-là, ça m'a aidé à mieux comprendre et à faire des meilleurs choix demain pour mon propre contexte. Et ah oui, et vous leur avez parlé de la télémagnétoscope Ouais. Alors
Pour le problème numéro 3, j'ai essayé de montrer un peu comment chez Clever, avec Storybook, avec la manière dont on pense nos composants, dont on les découpe, on va essayer de découpler les choses de tout ce qui est global et d'arrêter de produire la télémagnétoscope avec un composant qui sait directement en dur où aller chercher la donnée sur tel API REST. Après, je l'ai fait en 10 minutes, c'est très rapide, c'est difficile. On va publier une série d'articles sur comment on essaye de se découpler du routeur, de la data, etc. En plus de détails. Mais l'idée, c'est juste des bonnes pratiques. Faut les appliquer si elles ont un but, quoi. Du coup, je vous remercie beaucoup, docteur, parce que ça m'a aidé. Et j'espère que je voudrais remercier aussi tout le groupe de la thérapie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup.